Dans les replis obscurs de l'histoire, certaines époques demeurent gravées dans la mémoire collective comme des temps de peur et de persécution. Parmi elles, deux noms résonnent avec une force tragique, celui des sorcières de Salem et celui de l'Inquisition. Ces périodes, éloignées l'une de l'autre par des siècles et des continents, partagent pourtant un thème central, la peur irrationnelle de l'autre, amplifiée par des interprétations biaisées de la foi et de la justice. Les événements qui se déroulèrent à Salem à la fin du XVIIe siècle furent le fruit d'une communauté engluée dans la paranoïa, où la religion puritaine servit de catalyseur à des accusations de sorcellerie dévastatrices. À des milliers de kilomètres et quelques siècles plus tôt, l'Inquisition en Europe centrale et occidentale avait également semé la terreur, traquant l'hérésie dans une croisade sanguinaire qui ne laissait aucune place à la clémence. Ces histoires sont bien plus qu'une simple collection de faits. Elles sont le miroir d'une humanité qui, trop souvent, s'égare dans l'obscurité de ses propres doutes. À travers ce récit, nous plongerons dans les détails glaçants et fascinants de ces périodes, explorant à la fois les événements historiques et les énigmes qui continuent de les entourer. À Salem, une fièvre collective transforma des accusations innocentes en une chasse à l'homme mortel. En Europe, l'Inquisition manœuvra une machine judiciaire froide et implacable, souvent guidée par des préjugés plutôt que par des preuves. Accrochez-vous, car ce voyage dans le passé promet d'être aussi captivant qu'effrayant. Ce récit, ancré dans des faits réels, vous emmènera dans des contrées où la frontière entre réalité et mythe semble presque imperceptible. L'histoire des sorcières de Salem et celle de l'Inquisition trouvent leur origine dans des contextes bien distincts mais animés par une même peur viscérale, celle de la déviance, du mal étrange et de l'invisible. Au XVIIe siècle, Salem n'était qu'une petite colonie puritaine du Massachusetts, une communauté très religieuse où la vie était régie par les dogmes stricts du protestantisme. Cette foi, importée d'Angleterre, considérait le monde comme un champ de bataille entre le divin et le diabolique. Toute déviation par rapport à cette vision stricte était perçue comme un danger imminent. Salem était également un territoire isolé, où les tensions avec les tribus amérindiennes avoisinantes ajoutaient une couche supplémentaire à la peur ambiante. La menace d'une attaque, combinée aux conditions de vie rudimentaires, renforçait un climat de suspicion et d'intolérance. En revanche, l'Inquisition trouve ses racines bien plus tôt, au XIIe siècle, dans une Europe en proie à des bouleversements religieux. Les hérésies, telles que celles des Cathares dans le sud de la France ou des Vaudois dans les Alpes, remettaient en question l'autorité de l'Église catholique. Face à ces dissidences, l'Église, déjà fragilisée par des luttes de pouvoir internes, institua l'Inquisition pour traquer et éradiquer les hérétiques. Appuyée par les souverains européens, cette institution devint rapidement un instrument de contrôle politique autant que religieux. La peur de la sorcellerie était commune à ces deux contextes. Dans l'Europe médiévale, la croyance en des pactes diaboliques et des actes surnaturels malveillants était enracinée dans la culture populaire. Les sorcières étaient non perçues comme des agents du malin, responsables de maladies, de mauvaises récoltes ou de catastrophes inexpliquées. Cette superstition fut exploitée par l'Inquisition, qui ajouta la sorcellerie à sa liste de crimes à pourchasser. Les premiers grands procès pour sorcellerie eurent lieu au XVe siècle, marquant le début d'une traque qui allait durer plusieurs siècles. Dans ce climat de terreur collective, des textes religieux furent souvent mal interprétés pour justifier les persécutions. Par exemple, un verset biblique du livre de l'Exode, « Tu ne laisseras point vivre la magicienne », fut employé pour déclencher une véritable chasse aux sorcières. La théorie des pactes avec le diable, popularisée par des ouvrages comme le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, devint une base pseudo-scientifique pour traquer des innocents. Salem, quant à lui, illustre une manifestation extrême de ces croyances. En 1692, une série d'événements troublants débuta lorsqu'un groupe de jeunes filles manifesta des comportements étranges, des convulsions, des cris et des accusations d'avoir été ensorcelées. Ces comportements furent interprétés comme des preuves d'une influence diabolique. Acculées, les jeunes filles pointèrent du doigt des femmes marginales de la communauté, souvent pauvres ou socialement vulnérables,
comme étant des sorcières. Ce fut le début d'un engrenage infernal. Pendant ce temps, en Europe, l'Inquisition développait des procédures judiciaires redoutablement efficaces pour confondre ses victimes. Les inquisiteurs employaient des méthodes d'interrogatoire basées sur la peur, incluant la torture, pour arracher des confessions. Ces aveux forcés servaient à alimenter des procès qui étaient souvent joués d'avance. Les étranges similitudes entre Salem et l'Inquisition résidant dans leur mécanique. Une peur collective, des accusations fondées sur peu ou pas de preuves, et une institution ou un système judiciaire prêt à sacrifier la justice sur l'autel de la conformité. Ce récit met en lumière le terreau fertile dans lequel la peur de la sorcellerie et de l'hérésie s'est enracinée. Les motivations politiques, religieuses et sociales, combinées à un profond mépris pour la différence et la rationalité, ont créé un environnement propice à des tragédies humaines sans précédent. Le basculement vers une spirale incontrôlable d'accusations constitue l'un des aspects les plus glaçants de ces épisodes historiques. Dans les villages de Salem, comme dans les salles d'audience inquisitoriales d'Europe, la peur collective fut exploitée pour transformer des soupçons sans fondement en chasse à l'homme destructrice. Les communautés, rongées par la méfiance et les croyances populaires, devinrent les théâtres d'une hystérie collective où le moindre comportement atypique pouvait sceller un destin tragique. Au Massachusetts, en 1692, les premiers échos de la panique se propagèrent comme une traînée de poudre. Après les comportements étranges de jeunes filles de Salem Village, convulsions, cris incontrôlés et accusations incohérentes, les soupçons se portèrent sur 3 femmes vulnérables. Tituba, une esclave d'origine caribéenne accusée de pratiquer des rituels obscurs, Sarah Good, une mendiante déjà méprisée par la communauté, et Sarah Osborne, une femme marginalisée pour avoir défié les conventions puritaines. Ces premières accusées devinrent rapidement les cibles de la vindicte populaire. Lors de leurs interrogatoires, les 3 femmes furent soumises à des pressions extrêmes. Tituba, probablement pour éviter un sort pire, avoua avoir été approchée par le diable et impliqua d'autres villageois. Cet aveu fit exploser la paranoïa. Désormais, personne n'était à l'abri. Les enfants dénonçaient à leurs parents, les voisins accusaient leurs voisins, et chaque témoignage devenait une preuve irréfutable dans un système judiciaire gangrené par la peur et l'irrationalité. Les procès de Salem prirent rapidement une ampleur démesurée. Plus de 200 personnes furent accusées de sorcellerie en moins d'1 an. Le tribunal spécial mis en place se basait sur des preuves spectrales, les visions ou cauchemars décrits par les victimes supposées d'envoûtement. Les accusés, confrontés à des témoignages invérifiables et souvent absurdes, n'avaient que peu de chances d'échapper à la condamnation. Ceux qui niaient leur culpabilité risquaient la pendaison, tandis que ceux qui avouaient, même sous la contrainte, étaient parfois épargnés, mais voyaient leur vie détruite. Pendant ce temps, en Europe, l'Inquisition poursuivait sa propre chasse. Les procès inquisitoriaux, bien que différents dans leur structure, partageaient une mécanique similaire. Des accusations vagues, des aveux forcés et un système judiciaire conçu pour éliminer les opposants religieux et sociaux. L'une des méthodes les plus redoutées de l'Inquisition était l'usage de la torture. Sous prétexte de protéger la foi, les inquisiteurs employaient des instruments terrifiants pour extorquer des confessions. Des dispositifs comme le chevalet, les brodequins ou la poire d'angoisse étaient utilisés pour briser physiquement et mentalement les accusés. Les aveux obtenus sous la torture alimentaient une machine infernale. Les confessions incluaient souvent des récits extravagants de sabbats nocturnes, de pactes avec le diable et de rituels impies. Ces déclarations, bien qu'invraisemblables, étaient prises comme des preuves irréfutables. En réalité, elles reflétaient davantage les attentes des inquisiteurs que les actes réels des accusés. De nombreux procès pour sorcellerie incluaient également des dénonciations en chaîne, chaque accusé étant poussé à nommer d'autres complices pour échapper à une mort certaine. L'un des exemples les plus notoires de cette mécanique implacable est le procès des sorcières de Würzburg, en Allemagne, dans les années 1620. Ce procès, orchestré par l'évêque prince Julius Echter von Mespelbrunn, mena à l'exécution de centaines de personnes, des paysans aux membres de la haute noblesse. Les accusations étaient souvent fondées sur des querelles personnelles
ou des rivalités locales, mais elles prenaient une dimension religieuse sous l'égide de l'Inquisition. Le moindre signe de défiance ou d'indépendance, notamment chez les femmes, suffisait pour être considéré comme une preuve de sorcellerie. À Salem comme en Europe, ces procès furent marqués par un effondrement de la justice rationnelle. La peur collective prenait le pas sur toute forme de logique ou d'enquête objective. Les victimes, souvent marginalisées, n'avaient ni les moyens ni les réseaux pour se défendre. La population, de son côté, voyait dans ces procès une manière de purger le mal de leur communauté, sans se rendre compte qu'elle devenait elle-même le moteur d'une tragédie. Cette spirale des accusations, alimentée par des aveux forcés et des preuves fabriquées, illustre la profondeur de l'aveuglement collectif. Les chasses aux sorcières, qu'il s'agisse des procès de Salem ou des tribunaux inquisitoriaux en Europe, laissèrent derrière elles un sillage de destruction, des vies brisées, des familles décimées et des communautés plongées dans la méfiance mutuelle. À Salem, les premières exécutions eurent lieu à l'été 1692. Bridget Bishop, une femme connue pour son franc-parler et son comportement perçu comme déviant par les puritains, fut la première pendue. Son sort ne fut que le début d'une série de 19 pendaisons. Les accusés étaient des femmes majoritairement, mais aussi des hommes, dont certains avaient simplement tenté de défendre les victimes ou de questionner la validité des accusations. Giles Corey, par exemple, refusa de plaider et subit une torture brutale, connue sous le nom de peine forte et dure, où il fut écrasé sous des pierres jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ces dernières paroles, encore du poids, résonnent encore comme un symbole de résistance face à l'injustice. Les exécutions ne se limitaient pas à Salem. En Europe, les chiffres atteignirent des proportions vertigineuses. Les procès des sorcières de Bamberg et de Würzburg, en Allemagne, firent des centaines de victimes, tandis que l'Écosse et la Suisse furent également des foyers majeurs de cette folie meurtrière. Les méthodes d'exécution variaient. Si Salem privilégiait la pendaison, l'Europe choisissait souvent le bûcher. Ces scènes, horribles dans leur mise en scène publique, étaient conçues pour marquer les esprits et renforcer l'autorité des institutions religieuses et judiciaires. Les chasses aux sorcières et l'Inquisition n'étaient pas seulement des manifestations de superstition ou de peur collective, elles étaient également des outils politiques. À Salem, les accusations permettaient souvent de régler des comptes personnels ou de s'approprier les terres et les biens des accusés. Les conflits de voisinage ou les querelles familiales étaient fréquemment à l'origine des dénonciations. Par exemple, la famille Putnam, une des plus influentes de Salem, joua un rôle clé dans de nombreuses accusations, consolidant ainsi son pouvoir local au détriment d'autres familles. En Europe, l'Inquisition servait également des intérêts politiques. Les souverains utilisèrent les procès pour éliminer des opposants ou renforcer leur autorité face à des communautés dissidentes. Les Cathares, par exemple, furent presque entièrement anéantis lors de la croisade des Albigeois, orchestrée par l'Église et soutenue par la monarchie française. La lutte contre l'hérésie devint une justification commode pour consolider le pouvoir central et réprimer les révoltes. Malgré l'ampleur des persécutions, certaines voix osèrent s'élever contre ces injustices. À Salem, le révérend Samuel Willard critiqua ouvertement l'usage des preuves spectrales et la frénésie collective. Cependant, ces interventions furent ignorées jusqu'à ce que la paranoïa atteigne un tel point qu'elle menaça les élites elles-mêmes. Lorsque l'épouse du gouverneur William Phips fut accusée de sorcellerie, le tribunal spécial fut rapidement dissous et les procès cessèrent. En Europe, des penseurs comme Michel de Montaigne ou Baruch Spinoza dénoncèrent la persécution des minorités religieuses et les abus de pouvoir de l'Église. Des philosophes des Lumières, comme Voltaire, utiliseront plus tard ces épisodes comme des exemples de l'obscurantisme religieux qu'ils combattaient. Malgré ces voix critiques, il fallut plusieurs siècles pour que les sociétés occidentales commencent à reconnaître l'ampleur des injustices commises. Les conséquences des chasses aux sorcières et de l'Inquisition ne se limitèrent pas aux pertes humaines. Ces événements laissèrent des cicatrices profondes sur les communautés. À Salem, la peur et la méfiance persistèrent longtemps après la fin des procès. Certaines familles, comme celles des victimes, furent stigmatisées pendant des décennies,
tandis que les descendants des accusateurs tentèrent de minimiser leur rôle dans ces tragédies. En Europe, l'Inquisition, bien qu'affaiblie par les critiques croissantes, continua ses activités jusqu'au XVIIIe siècle. Ses archives, méticuleusement tenues, révèlent une machine bureaucratique implacable qui contrôlait les pensées et les croyances des populations. Les survivants de ces persécutions, qu'ils soient accusés ou témoins, portèrent souvent un fardeau psychologique lourd, hantés par les souvenirs de torture et de trahison. Cette période noire de l'histoire nous rappelle les dangers de l'ignorance, de la peur et de l'abus de pouvoir. Les chasses aux sorcières et l'Inquisition démontrent comment des institutions, sous prétexte de protéger la société, peuvent devenir des instruments de terreur. Mais elles montrent aussi la résilience de l'esprit humain. Même dans les moments les plus sombres, des voix s'élèvent pour défendre la vérité et la justice. Alors que la poussière retombait sur les procès de Salem et les salles inquisitoriales d'Europe, les événements qui avaient semé la terreur et la destruction se transformèrent progressivement en mythes et en leçons morales. Les figures des sorcières, longtemps associées au mal et au chaos, commencèrent à évoluer au fil des siècles. En Europe médiévale, les sorcières étaient décrites comme des créatures maléfiques, pactisant avec le diable, une image renforcée par l'Inquisition et les sermons religieux. Cependant, au fil du temps, les écrivains, les artistes et les intellectuels commencèrent à revisiter ces représentations. Dans la littérature du XVIIIe siècle, influencée par les Lumières, les sorcières devinrent parfois des symboles de la rébellion contre l'autorité oppressive. Des auteurs comme Goethe, dans Faust, utilisèrent les sorcières pour représenter les forces naturelles et les désirs humains interdits. Plus tard, au XIXe siècle, le romantisme fit de la sorcière une figure tragique et mystérieuse, souvent incomprise ou persécutée à tort, comme on le voit dans les contes des frères Grimm. Aux États-Unis, les procès de Salem laissèrent une empreinte durable sur la littérature et le théâtre. The Crucible d'Arthur Miller, écrit en 1953, utilisa les événements de Salem comme une métaphore de la chasse aux sorcières politique menée pendant le macartisme. La pièce transforma les accusés de sorcellerie en symbole de la résistance face à la persécution idéologique, donnant une nouvelle profondeur à leur histoire. Les chasses aux sorcières et l'Inquisition révélèrent les dangers de l'intolérance religieuse et de l'abus de pouvoir. Ces événements contribuèrent, bien qu'indirectement, à une réflexion plus large sur la séparation entre l'Église et l'État. En Europe, les horreurs des persécutions religieuses poussèrent progressivement les philosophes et les réformateurs à plaider pour la liberté de conscience et de croyance. Cependant, ces tragédies continuèrent à façonner les mentalités d'une manière ambivalente. D'un côté, elles inspirèrent des mouvements en faveur des droits humains et des réformes judiciaires. D'un autre côté, les stigmates sociaux associés aux accusations de sorcellerie persistèrent longtemps, en particulier dans les communautés où ces procès avaient eu lieu. À Salem, par exemple, les descendants des accusés et des accusateurs furent marqués par des décennies de honte ou de méfiance. Dans la mémoire collective, les procès de Salem et l'Inquisition devinrent des symboles de l'injustice et des dangers de la peur collective. Au XXe siècle, les historiens et les chercheurs entreprirent de réexaminer ces événements sous un jour nouveau. Les études sur les procès de Salem mirent en lumière les dynamiques sociales et économiques qui avaient alimenté les accusations, tandis que les archives inquisitoriales révélèrent la complexité des motivations derrière les persécutions. Cette relecture académique, cependant, n'empêcha pas la montée d'une fascination populaire pour les sorcières et les mystères de l'Inquisition. Des festivals, des musées et des attractions touristiques consacrées aux sorcières de Salem attirent chaque année des milliers de visiteurs. En Europe, les ruines de châteaux et les anciens sièges de l'Inquisition sont devenus des lieux chargés d'une aura de mystère et d'histoire. Un aspect notable de l'évolution des sorcières dans la culture populaire est leur réappropriation par les mouvements féministes. À partir du XXe siècle, les sorcières furent perçues comme des symboles de résistance contre l'oppression patriarcale. Leur marginalisation historique reflétait celle des femmes dans des sociétés dominées par les hommes,
et leur pouvoir supposé devenait une métaphore de l'autonomie et de la rébellion. Des œuvres modernes, comme les films de la saga Harry Potter ou la série Charmed, ont popularisé des sorcières au pouvoir extraordinaire, souvent héroïques et bienveillantes. Ces récits réinventent la sorcière comme une figure positive, loin des stéréotypes diaboliques du passé. L'héritage des procès de Salem et des tribunaux inquisitoriaux dépasse leur contexte historique. Il rappelle les dangers de la peur collective, des jugements hâtifs et des systèmes de pouvoir qui exploitent les croyances pour asseoir leur autorité. À travers les récits et les mythes qu'ils ont inspirés, ils continuent d'interroger notre humanité et de nous mettre en garde contre les forces qui divisent et détruisent. Si les chasses aux sorcières de Salem et les tribunaux inquisitoriaux appartiennent au passé, leur mécanisme et leur impact continuent de résonner dans notre monde moderne. L'idée de la chasse aux sorcières n'a pas disparu, elle a simplement changé de forme. Les boucs émissaires modernes ne sont plus accusés de pacte avec le diable, mais ils sont ciblés pour leurs croyances, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle ou leurs idéologies politiques. Dans de nombreux contextes, les minorités continuent d'être stigmatisées et persécutées. Par exemple, les accusations de sorcellerie restent une réalité dans certaines régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Des femmes, des enfants et des personnes âgées sont encore accusés de pratiques magiques, souvent pour justifier des violences ou des expropriations. Ces chasses modernes sont alimentées par des croyances profondes, des tensions économiques et un manque d'éducation. Dans d'autres contextes, comme les réseaux sociaux, les dynamiques de chasse aux sorcières se manifestent à travers la cancel culture et les campagnes de diffamation. Bien que ces phénomènes diffèrent des procès historiques, ils partagent une logique similaire. À condamnation rapide et publique, souvent basée sur des informations partielles ou biaisées, et l'incapacité pour les accusés de se défendre équitablement. Les peurs collectives continuent de jouer un rôle majeur dans la stigmatisation et les persécutions. Que ce soit la peur du terrorisme, des maladies ou des idées politiques contraires, ces angoisses peuvent facilement être manipulées pour diviser les sociétés et renforcer des pouvoirs autoritaires. Les médias, traditionnels et numériques, amplifient souvent ces peurs en relayant des informations sensationnalistes ou en créant des récits polarisants. À l'instar des sermons puritains de Salem ou des proclamations inquisitoriales, ces discours alimentent une spirale de suspicion et de dénonciation. Les fake news, en particulier, jouent un rôle analogue aux preuves spectrales des procès historiques. Elles deviennent des preuves, fabriquées mais puissantes dans l'imaginaire collectif. Les chasses aux sorcières et les procès inquisitoriaux offrent des leçons essentielles pour notre époque. Ils rappellent l'importance de la justice équitable, fondée sur des preuves tangibles et non sur des émotions ou des rumeurs. Ils montrent également comment les institutions doivent être surveillées pour éviter qu'elles ne deviennent des outils d'oppression. L'éducation joue un rôle clé dans la prévention de ces dérives. Enseigner l'histoire de ces persécutions permet de sensibiliser les générations futures aux dangers de la peur collective et des jugements hâtifs. Les sociétés doivent également promouvoir des espaces de dialogue et de compréhension mutuelle, où les différences sont respectées plutôt que redoutées. Malgré leur tragédie, les procès de Salem et l'Inquisition offrent également des exemples de résilience humaine. Les voix dissidentes, qui se sont élevées contre ces injustices, souvent au péril de leur vie, sont des modèles d'intégrité et de courage. Elles rappellent que, même dans les moments les plus sombres, certains osent défendre la vérité et la dignité humaine. Les survivants et les descendants des victimes, à travers leurs récits, ont également contribué à transformer ces tragédies en leçons. À Salem, par exemple, des monuments et des musées rendent hommage aux accusés injustement condamnés, préservant leur mémoire pour rappeler les erreurs du passé. Enfin, les chasses aux sorcières et l'Inquisition mettent en lumière une vérité universelle. Les sociétés sont toujours vulnérables à la peur, à la suspicion et aux divisions. Dans un monde marqué par des tensions croissantes, qu'elles soient politiques, économiques ou environnementales,
Il est crucial de rester vigilant face aux mécanismes qui pourraient conduire à de nouvelles formes de persécution. La mémoire de ces événements n'est pas seulement une histoire à raconter, c'est un avertissement vivant. Elle nous exhorte à cultiver la justice, la tolérance et l'esprit critique pour construire un avenir où personne ne sera condamné sur la base de la peur ou de l'ignorance. Les ombres des procès de Salem et de l'Inquisition continuent de planer, mais elles nous rappellent aussi que, par la réflexion et l'action, nous avons le pouvoir de rompre le cycle de l'injustice. Ainsi s'achève ce récit des sorcières de Salem et des persécutions inquisitoriales. Ces événements, bien qu'ancrés dans un passé lointain, résonnent encore aujourd'hui, nous mettant face à nos propres défis en tant qu'individus et société. Que ces histoires de douleur et de résistance éclairent notre chemin et nous incitent à bâtir un monde plus juste et plus humain. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers l'histoire sombre et fascinante des sorcières de Salem et des tribunaux de l'Inquisition. Ces récits nous rappellent que l'humanité a traversé des périodes où la peur et l'ignorance ont pris le dessus, mais aussi que nous avons la capacité d'apprendre de nos erreurs pour construire un avenir meilleur. Si cette histoire vous a captivé, touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour partager vos impressions. Chaque interaction nous aide à faire grandir cette chaîne et à raconter encore plus d'histoires intrigantes et émouvantes. Pour ne rien manquer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ensemble, continuons d'explorer ces récits chargés de mystères et de vérité. Votre soutien est essentiel pour donner vie à ces histoires qui traversent les âges. Enfin, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car ces leçons du passé méritent d'être entendues, aujourd'hui plus que jamais. Merci de faire partie de cette aventure. À très bientôt pour un nouveau chapitre.